Bonjour les jeunes, bravo de venir vous former. Je suis Olivia Sarton de l'association Juristes pour l'enfance. Je suis avocat, je suis temporairement omise du barreau de Paris et je me consacre à Juristes pour l'enfance, qui est une association qui œuvre pour agir pour le bien commun dans la défense juridique, la défense notamment des droits des enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marchandisation du corps humain. Alors cette marchandisation du corps humain, c'est un mouvement qui est en marche depuis plusieurs années au niveau mondial. Et grosso modo, on peut dire qu'il y a deux fondements. Le premier fondement, c'est le vieux rêve de l'homme, de pouvoir s'approprier la création de la vie humaine, de pouvoir s'approprier le vivant. C'est le courant transhumaniste qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui cherche à promettre une vie meilleure, débarrassée de la finitude de la condition humaine. Ceux qui agissent, qui promeuvent ce domaine, on les appelle souvent les technoscientifiques. Donc ça, c'est le premier fondement. Et le second fondement, c'est celui qui est lié à la déliquescence de notre société de consommation. En effet, vous le savez, on arrive au bout d'un cycle, on touche à l'épuisement des ressources, on a aussi des préoccupations écologiques qui fait qu'on touche les limites de notre modèle de consommation à outrance des biens matériels. Et c'est là que le monde de la finance se pose une question, parce que comment continuer à générer ces profits immenses qui alimentent notre monde? Eh bien, ils ont trouvé un nouveau champ qui semble illimité, c'est celui de l'exploitation de l'homme. Concrètement, la marchandisation du corps humain, elle fait partie de ce qu'on appelle le business de la biotechnologie. Et depuis une quinzaine d'années, on peut d'ailleurs investir en bourse aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. En Europe, c'est sur le marché Euronext et on a un indice qui s'appelle Next Biotech. Et sur les 5 dernières années, cet indice a connu une performance de 80%, soit 3 fois la performance de celle du CAC 40. Autant dire que les enjeux sont importants. Cependant, jusqu'à maintenant, en France, la marchandisation du corps humain était contenue grâce à la législation. Et donc l'enjeu du projet de loi de bioéthique qui est en cours d'examen devant le Parlement, c'est justement d'obtenir une dérégulation, de faire tomber cette législation. Je vais prendre un exemple parce qu'on ne peut pas tout étudier, et je vais vous parler de l'extension de la PMA à tous. Il faut bien être conscient que le débat sur ce sujet est biaisé. Parce que les arguments que vous entendez invoqués par les partisans de la PMA pour tous, ils n'ont rien à voir avec les enjeux réels. Parce que qu'est-ce qu'on vous dit autour de vous? Vous entendez parler de la reconnaissance des droits des femmes seules ou des femmes en couple homosexuel d'avoir un enfant, vous entendez parler du droit au désir d'enfant, vous entendez parler de la fin du patriarcat. Mais en réalité, les véritables instigateurs du projet de loi bioéthique et de l'extension de la PMA pour tous, ils n'ont que faire des droits des personnes homosexuelles ou des droits des femmes seules. Ce qui les intéresse, ce sont les milliards qui sont en jeu avec l'ouverture de la PMA à tous et qui sont convoités par des financiers avides de profit. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le marché de la PMA, c'est une dizaine de milliards d'euros. Et en Europe, vous avez des financiers et des fonds d'investissement qui créent ou qui développent des chaînes de cliniques dites de fertilité. Et leur objectif, c'est que ces chaînes de cliniques engrangent un chiffre d'affaires qui porte sur des milliards d'euros. En France, à ce jour, l'assistance médicale à la procréation a deux particularités. La première particularité, c'est que son accès est restreint. Parce que pour en bénéficier, il faut être un couple homme-femme, infertile, ou alors il faut que un des deux membres du couple souffre d'une pathologie entraînant la transmission ou le risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité, soit à la future mère, soit à l'enfant. Et la deuxième particularité, c'est que cette PMA est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Il faut savoir en même temps qu'on assiste en France depuis plusieurs années à un phénomène de rachat des cliniques privées par des fonds d'investissement ou des financiers, les fonds d'investissement étant très majoritairement étrangers. Or, vous le savez, le projet d'un fonds, quand il investit, c'est un projet financier, c'est-à-dire qu'il veut obtenir des dividendes et une plus-value quand il va revendre le bien qu'il a acheté, en l'espèce la clinique. Donc on peut dire que bien souvent, même s'il ne faut pas généraliser, mais bien souvent, l'arrivée d'un fonds dans une clinique privée signifie
la transformation de la santé en produit médical. Et c'est particulièrement le cas pour le secteur de la PMA. Pourquoi? Parce que c'est un secteur très intéressant pour les investisseurs. C'est un secteur qui est dynamique, qui est lié à l'augmentation malheureusement de l'infertilité et à la puissance du désir d'enfant. C'est un secteur qui permet la facturation d'actes récurrents, puisque l'assurance maladie rembourse 6 tentatives d'insémination artificielle et 4 tentatives de fécondation in vitro par cycle aboutissant à une naissance, le compteur étant remis à 0 à chaque naissance. Et dernier point, la solvabilité de ce secteur est assurée par l'assurance maladie, c'est-à-dire par l'État. Donc autant dire que c'est un secteur qui est très convoité par les financiers. Et d'ailleurs, depuis quelques années, 50% des actes de PMA sont pratiqués dans des cliniques privées à but lucratif. Il y a quand même un mais, c'est que ce marché n'est pas aussi important qu'il devrait l'être pour ses financiers. En effet, selon la Cour des comptes, en 2016, le marché de la PMA en France, c'était 295 millions d'euros. Alors 295 millions d'euros, ça paraît beaucoup en soi quand on pense que ça pèse sur l'assurance maladie et quand on voit l'usage qu'on pourrait faire de ces millions d'euros pour des secteurs de la santé qui en ont dramatiquement besoin, comme celui des urgences hospitalières par exemple. Mais d'un autre côté, 295 millions d'euros, vous vous en rendez compte, ce n'est rien par rapport à la dizaine de milliards de dollars dont on parlait tout à l'heure pour le marché américain. L'objectif pour les acteurs du marché de la procréation, c'est donc de faire sauter cette législation contraignante qui restreint l'accès à la PMA et de déréguler cet accès. La problématique, c'est qu'ils ne peuvent pas avancer démasqués en affichant de but en blanc leur volonté de s'approprier la marchandisation du corps humain et de transgresser, de maîtriser l'être humain. Donc, ils ont utilisé une stratégie bien conçue en s'appuyant sur le courant victimaire qui traverse notre société. Vous avez peut-être au cours de vos études entendu parler d'un grand penseur français qui enseigne aux États-Unis. C'est un anthropologue, historien et philosophe qui s'appelle René Girard. Et il a travaillé et réfléchi sur le désir mimétique et sur le statut de la victime, la place de la victime. Il a montré que dans notre société occidentale, on était prisonnier, victime, c'est le cas de le dire, d'une vision dévoyée qui résulte de la conception judéo-chrétienne de la victime. C'est-à-dire que dans notre univers, les victimes ont des droits, et cette affirmation des droits de la victime, là je cite René Girard, y constitue une valeur absolue, immuable, qui s'impose aux hommes vivants. C'est-à-dire que dès lors qu'on est victime, on peut réclamer, exiger des droits, et quiconque s'oppose aux droits de la victime passe immédiatement dans la catégorie des bourreaux persécuteurs. Donc, conséquence, pour se voir reconnaître des droits, il suffit de se voir attribuer le statut de victime. Et donc, application dans le stratagème utilisé par nos financiers pour pouvoir se débarrasser à la fois des obstacles juridiques, mais aussi des obstacles sociétaux. Parce qu'une société est toujours traversée par un ethos. Et là, en l'occurrence, l'ethos de notre société, c'est que quand même la grande majorité est hostile à la privation légale de père, à la disparition du rôle de père et même à la disparition tout court de la place de l'homme reconnu en tant qu'être masculin dans la société. Donc il faut se débarrasser de ce double obstacle juridique et sociétal. Et pour cela, le stratagème, c'est d'utiliser à leur insu des personnes à qui on va conférer un statut de victime pour justifier la dérégulation du marché de la PMA. Alors en détail, ça donne ceci. Ils ont d'abord créé un désir mimétique. Un désir mimétique, c'est lorsque l'on veut obtenir ce que l'autre a, simplement pour pouvoir posséder, par volonté de posséder, ce que l'autre possède. Donc, ils ont créé un désir mimétique chez des personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants parce que soit les personnes sont seules, soit elles sont dans une relation de couple homosexuel. Donc, on va créer un désir mimétique d'enfants chez elles. Ce désir mimétique ne peut pas aboutir du fait de leur situation. Et donc, ça va créer une situation de souffrance. De cette situation de souffrance, on attribue à ces personnes un statut de victime. Elles sont réputées victimes de la société parce que la société ne leur permet pas aujourd'hui d'avoir des enfants alors que la technique, la science leur en offre la possibilité. Et tous ceux qui s'opposent à la réalisation de ce désir d'enfant passent dans la catégorie des bourreaux. Ce sont donc des homophobes, des réactionnaires, des tenants du droit patriarcal qui veulent empêcher les femmes de disposer librement de leur corps, etc. La partie suivante du scénario, c'est que collectivement la société se récrie parce qu'elle ne veut pas être assimilée à un bourreau
Et la société pense collectivement devoir réparer l'injustice à laquelle sont confrontées les victimes. Et on aboutit ainsi à un projet de loi qui ouvre l'AMP à tous, sans condition, c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont fertiles naturellement, mais que l'on aura convaincu de passer par la procréation médicalement assistée pour le plus grand profit des acteurs de ce marché. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce projet de loi, une des mesures est l'autoconservation des ovocytes. Sans aucune justification médicale, on voudrait que vous, jeunes filles et jeunes femmes, vous fassiez procéder à l'autoconservation de vos ovocytes, et ainsi, au moment où vous souhaitez avoir un enfant, finalement, vous serez quasiment contrainte de recourir à la procréation médicalement assistée, et ce sera le bingo pour les financiers. Parce qu'il faut savoir que la conception et la naissance d'un enfant qui résulte d'une insémination artificielle rapporte 7 000 € de chiffre d'affaires. Et un enfant, la naissance, la conception d'un enfant par le biais d'une fécondation in vitro, ça rapporte un chiffre d'affaires de 14 000 €. Alors qu'un enfant qui est conçu naturellement, ça ne rapporte aucun chiffre d'affaires. Donc, vous voyez l'intérêt des financiers de cette marchandisation d'humains par le biais de la PMA. Alors, est-ce que tout ça est désespéré et est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Eh bien oui, ça c'est la bonne nouvelle. Rien n'est désespéré. D'abord, c'est très important de noter que face à cette marchandisation du corps humain, la France a jusqu'à maintenant longuement résisté. Sans doute en raison de sa législation, puisque dans notre Code civil, nous conservons des dispositions protectrices. L'article 16.1 du Code civil qui dit que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial, et l'article 16.7 du Code civil qui frappe de nullité toute convention qui a pour objet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain ou à ses produits ou à ses éléments, et on a aussi un principe général d'indisponibilité du corps humain. Et donc, fruit de cette législation protectrice, beaucoup d'excès que l'on peut voir à l'œuvre en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon, et je ne parle même pas de la Chine, ne sont pas présents en France. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'il est encore temps de vous opposer au projet de loi de bioéthique et de convaincre ceux que vous croisez de s'y opposer, de les informer sur ce qui se passe dans ce projet de loi de bioéthique. Et troisièmement, chacun de vous, selon sa spécialité d'études, peut lutter contre la marchandisation du corps humain. Donc, quelques exemples. Vous, les étudiants en droit, la France a besoin de refonder un droit objectif et juste. Il faut impérativement sortir de ce droit compassionnel et victimaire dont je vous ai donné un exemple tout à l'heure, et refonder de nouvelles normes juridiques fondées sur la justice qui vont protéger les droits des plus faibles face aux appétits des plus forts. Vous, les étudiants en sciences et les étudiants en médecine, nous avons plus que jamais besoin de professionnels compétents qui respectent la vie telle qu'elle est et qui sortent d'une médecine du désir pour retrouver une médecine de soins qui privilégie la recherche fondamentale sur la recherche orientée sur la transformation artificielle de l'homme. Et vous, les étudiants en humanité, nous avons besoin de boussoles qui aident à penser le contexte idéologique, anthropologique, philosophique et politique de notre monde et qui fassent prévaloir l'humanité contre l'idole mammon argent. Donc si chacun de nous prend sa place, œuvre selon ses compétences et ses qualités, nous pourrons faire de la France une terre de résistance féconde pour le monde. Merci et à l'œuvre.